Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IPNet Config. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est David Marant. Je suis dans le monde des Cisco depuis plus de 10 ans comme administrateur des réseaux et formateur. Je suis CCNP et je prépare ma certification expert en CCIE. Pour aujourd'hui, j'aimerais partager cette vidéo avec vous. Je vais vous apprendre c'est quoi le NAT et puis comment configurer le NAT. Sans plus tarder, le NAT, cette expression, vous l'entendrez dans le monde du réseau informatique ou dans le monde informatique en général. Le NAT, ça veut dire quoi? Le Network Address Translation. Je vais vous l'expliquer un peu d'une manière simple pour vous aider à comprendre vraiment c'est quoi, à quoi nous sert le NAT en entreprise et puis vous apprendre comment faire fonctionner le NAT, c'est-à-dire comment activer le NAT sur votre routeur. Pour ne pas beaucoup traîner, passons directement à cette topologie. J'ai ici devant moi cette topologie. La partie ici représente mon entreprise. La partie ici représente mon entreprise. Dans notre entreprise ici, que nous avons sur cette topologie, nous avons un routeur. Le routeur est branché à notre switch. Le switch est branché à nos ordinateurs, par exemple, dans ces cas. On peut avoir ici des ordinateurs, on peut avoir des imprimantes et des caméras et ainsi de suite, tout le périphérique que nous utilisons en informatique. Mais au début, quand nous montons notre entreprise, c'est juste notre réseau local, ça fonctionne entre nous, tout marche bien. Mais après, quand l'entreprise devient grande, quand l'entreprise évolue, nous avons beaucoup plus besoin d'être connectés sur Internet pour nous faire connaître sur le net et puis pour d'autres besoins. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour avoir Internet, il y a ce que nous appelons le fournisseur d'accès Internet, que nous abrégeons par le FAI. En anglais, nous abrégeons par ISP pour les Internet Service Provider. En français, c'est fournisseur d'accès Internet. Nous irons les contacter. Ça, c'est notre réseau local. Ça, c'est notre switch, branché à nos différents ordinateurs, comme nous pouvons le voir. Et puis, nous allons contacter le FAI, le fournisseur d'accès Internet. Nous allons lui dire, nous avons besoin d'avoir accès à l'Internet. Il est là, par exemple, il va venir avec son équipement, ça c'est l'équipement du ISP, qu'il va brancher, qu'il va connecter à notre routeur et lui, il est connecté sur Internet. En fait, en bref, c'est de cette façon qu'on a la connexion Internet. Pour avoir la connexion Internet, il faut faire un contrat avec un service provider, c'est-à-dire un fournisseur d'accès Internet, et lui va vous donner l'accès sur Internet. Mais il y a des lois, il y a des règles qui régissent l'Internet. Cette loi, je vais prendre juste cette loi et sur base de cette loi, nous allons développer et puis vous allez voir l'importance du NAT et comment nous allons les configurer. Sur Internet, pour éviter tout ce qui est conflit d'adressage, on a divisé les adresses IP en deux groupes, en deux grands groupes. Il y a un groupe qu'on appelle des adresses IP privées et de l'autre, on appelle des adresses IP publiques. La différence, c'est quoi entre les deux groupes ici? Avec les adresses IP privées, on vous laisse de ranger des adresses IP que vous pouvez utiliser gratuitement. D'abord, c'est gratuit. Ce sont des adresses gratuites que nous utilisons comme nous voulons. De ce côté-ci, ces adresses IP, nous devons les payer. Vous devez acheter pour avoir ces adresses IP. Ces adresses IP ici ne sont pas routables sur Internet, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas sur Internet. De ce côté-ci, ces adresses IP fonctionnent
Ces adresses IP fonctionnent sur Internet. Maintenant, nous, on se retrouve ici avec notre entreprise. Nous avons par exemple 10 travailleurs. Et puis, nous voulons avoir la connexion Internet. Nous contactons le fournisseur d'accès Internet. Et lui, il nous dit, pour que vos ordinateurs aillent sur Internet, vous devez acheter des adresses IP publiques. Parce qu'avec vos adresses IP privées ne sauront pas fonctionner sur Internet. Ça veut dire quoi? Le gars ici, la dame ici, ton collègue ici, l'autre, tous ceux qui travaillent ici dans votre réseau local ont des adresses IP privées. Ce sont des adresses IP que vous n'avez pas achetées, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Mais sachez-le bien, ces adresses IP ne fonctionnent que dans votre entreprise. Vous ne saurez pas aller avec ces adresses IP sur Internet. Ça veut dire quoi? Même si on avait une connexion Internet, tant que les ordinateurs ici n'ont pas d'adresse IP publique, ils ne seront pas aller sur Google, ni sur YouTube, ni sur n'importe quel site Internet. Parce que pour venir sur Internet, tu dois avoir une adresse IP publique. Mais dans nos entreprises, nous configurons des adresses IP privées parce que les adresses IP publiques, nous devons les acheter. Maintenant, on s'est dit, OK, ça va, Service Provider, nous allons acheter des adresses IP. Il dit, d'accord. Mais ma question est celle-ci. Vous allez acheter des adresses IP publiques, mais les adresses IP que vous allez acheter, vous avez combien d'utilisateurs? Imagine dans votre entreprise, vous avez 100 utilisateurs ou 1000 utilisateurs. C'est là où je pose ma question, mais quoi faire quand nous avons 100 ou 1000 utilisateurs dans notre entreprise? Doit-on acheter 1000 adresses IP? Imagine 1000 adresses IP, d'abord c'est beaucoup d'argent, ça coûte. Et deuxièmement, personne ne te vendra 1000 adresses IP. Pourquoi? Parce que avec les adresses IP ne sont pas inépuisables, non. Parce que maintenant, là, on parle vraiment, c'est même la raison pour laquelle on avait tendance à aller maintenant vers le IPv6, parce que le IPv4, ça montrait dans des années à venir, on n'aura plus d'adresses IP avec tout ce que nous aurons comme l'intelligence artificielle, tout doit avoir une adresse IP. On sera, avec les adresses IPv4 de la version que nous utilisons aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que les adresses IP vont s'épuiser. Alors, qui va te vendre les 1000 adresses IP? Même si quelqu'un te présente, un service provider dit, OK, d'accord, moi, je te vends le 1000 adresses IP. Mais acheter 1000 adresses IP, ça coûte énormément pour une entreprise. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour pallier à cette situation? La solution, c'est le NAT. Le NAT, c'est quoi? Comme le mot le dit, Network Address Translation. C'est-à-dire, le NAT, lui, va nous aider. Au lieu d'avoir plusieurs adresses IP, nous n'aurons que quelques adresses IP ou une seule adresse IP publique que tout le monde va utiliser. Cette adresse IP va couvrir tout le monde. Il y a 3 types de NAT. Nous avons le NAT qu'on appelle le NAT statique, le NAT dynamique et puis le NAT overloading. On l'appelle aussi PAT pour des Port Address Translation. Mais dans notre cas ici, nous n'allons parler que du NAT ici, le NAT overloading ou bien le PAT. On va les configurer, vous allez voir comment ça fonctionne. Dans d'autres vidéos, dans d'autres prochaines vidéos, je vous parlerai peut-être de NAT statique, de NAT dynamique. Mais le NAT le plus utilisé, ça vous le verrez dans toutes les entreprises, presque à 90%, vous trouverez ou plus même, vous trouverez le NAT overloading ici, le PAT. Ce NAT va nous aider avec une seule adresse IP. Tous nos utilisateurs, tous nos travailleurs vont sortir sur Internet n'utilisant que utilisant la même adresse IP. Je reviens un peu avant la configuration, ici.
Je dis les adresses privées, parce qu'avant de configurer, j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir la partie ici. Je dis les adresses privées n'étant pas routables sur Internet, car le fournisseur d'accès Internet bloque les adresses IP privées et ne laisse pas passer sur Internet pour éviter les conflits d'adressage et pour des raisons commerciales. C'est ici que je vais insister. Le fournisseur d'accès bloque les adresses IP. En fait, qu'est-ce qui se passe? En réalité, le routeur, nos switches ne seront pas. Ça, c'est une adresse IP publique, ça, c'est privé. Je bloque ou je laisse. Non. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est le fournisseur d'accès, parce que tout le monde, pour aller sur Internet, il doit passer par eux. N'importe lequel, dans chaque pays, il y a différents fournisseurs d'accès, vous les contactez. Mais qu'est-ce qu'eux, ils font? Dans leurs entrées ici, ils mettent ce qu'on appelle le access list. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le access list, je vais vous mettre le lien ici. Vous allez voir une vidéo là où j'ai expliqué le access list dans les détails et puis comment le configurer et tout. Ces access list, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un access list. Cet access list bloque toutes nos adresses IP privées. Ce qui fait que n'importe quelle adresse IP que tu vas utiliser, ça sera bloqué de le premier contact avec le fournisseur d'accès à Internet. Il ne saura même pas le traverser pour aller sur Internet parce que ce sont eux qui sont comme la porte qui nous amène vers l'Internet. Ils mettent un access list ici. Et ces access list ne permettent pas à nos adresses IP privées de passer sur Internet. Maintenant, on va passer maintenant à la topologie pour faire la configuration et je vais vous expliquer encore mieux. Ici, nous avons notre laboratoire sur Packet Tracer. Notre laboratoire ici, tout est déjà bien configuré. Ici, vous verrez, ça c'est notre entreprise. La partie en bleu ici, c'est l'entreprise. Ça, c'est l'entreprise. Et la partie en vert ici, c'est l'Internet. L'Internet qui est représenté ici par la partie verte. À la porte de l'Internet, ici, vous verrez qu'il y a le FAI qui est le fournisseur d'accès Internet. C'est-à-dire, pour aller sur Internet, nous devons avoir un contrat avec un fournisseur d'accès qui nous donnera accès, l'accès pour aller sur Google, sur YouTube, sur n'importe quel site Internet. Maintenant, ici, notre laboratoire est déjà, notre topologie est déjà configurée, c'est déjà préconfiguré. Tout marche à la normale. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous verrez, si on essayait d'aller sur Internet, ça ne va pas passer, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le FAI ici, il a déjà placé son access list pour bloquer. Je peux juste vous le montrer rapidement. Je fais Show Access List. Vous verrez qu'il y a un access list ici qui fait le deny, qui est en train de nier toutes les adresses IP de mon réseau ici, de notre entreprise ici. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Comme nous avons acheté, nous aurons le contact avec le ASP ici. Il y a une seule adresse qu'il va nous donner ici, c'est l'adresse 1111 que je configure ici dans mon routeur, qui est une adresse IP publique. Lui n'est pas bloqué parce que c'est une adresse IP publique. Mais toutes nos adresses privées sont bloquées par le access list. On peut essayer, si je venais ici dans cet ordinateur, allons sur Google par exemple. Je viens ici, j'ai fait www.google.com. Vous verrez que je n'aurai pas accès. Je n'aurai pas accès, je n'arrive pas à accéder à Google. Après, si ça traînait un moment, ça va me donner request timeout. Vous voyez ici, request timeout. C'est pour dire que je n'ai pas accès à Google. Et c'est encore YouTube. Je fais www.youtube.com, enter. Ça sera la même situation, le même problème. Je n'aurai pas accès sur Internet parce que le ASP, le FAI, le fournisseur d'accès à Internet, il bloque mes adresses, les adresses de mon entreprise qui sont des adresses IP privées. Je peux essayer avec un ping. Faisons le ping, par exemple. Je fais ping. Ping, c'est pour faire... c'est une commande qui nous aide à faire le test de connectivité. Je fais ping www.youtube, Google, disons par exemple, google.com. Vous verrez, je n'aurai pas accès. Il va me donner comme réponse unreachable, destination unreachable.
Tu vois, il me dit Destination Host Unreachable. C'est-à-dire, je ne sais pas aller sur Google. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le FAI qui bloque mes adresses IP privées. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons configurer NAT. Parce que NAT, c'est lui la solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous servir de... En fait, le NAT, c'est comme un interprète, comme on le dit vraiment. Network Address Translation. Il va prendre nos adresses IP privées, il va le traduire en adresse IP publique pour nous donner accès sur Internet. Regardez comment nous allons les configurer. Pour configurer les NAT, nous venons dans notre routeur, le routeur de notre entreprise. C'est le seul routeur que nous avons accès parce que le routeur du ISP, le FI, nous n'avons pas accès. C'est une autre entreprise, c'est le service provider. Lui nous donne juste la connexion. Nous faisons le test entre lui et nous. Ça passe, le ping passe. Et après, le reste, c'est à notre charge. C'est à ta charge comme administrateur de réseau. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici, nous allons configurer le NAT. Nous allons dans le mode config. La première des choses à faire, c'est Interface. Tu vois l'interface ici qui regarde vers le dehors. Ça, c'est l'intérieur de ton entreprise. Ça, c'est la partie, ça, c'est l'intérieur. Et ça, c'est l'extérieur de ton entreprise. Tu écris l'interface ici, qui est en dehors de ton entreprise, le gig 00, dans notre cas ici. J'ai fait Interface gig 000. Enter, j'ai fait IP NAT outside. Enter. J'ai dit interface gig 00. Toi, tu es connecté au monde extérieur. Outside en anglais, ça veut dire extérieur. Et j'ai fait exit. J'ai fait pour la deuxième interface, c'est l'interface ici de l'intérieur. C'est le gig 001. J'ai fait interface gig 001. J'ai fait IP NAT inside. Inside, c'est pour dire l'intérieur. Enter. Maintenant, ici, j'ai juste déterminé les interfaces. Ça, c'est l'interface du dehors. Ça, c'est l'interface de l'intérieur. Maintenant, pour configurer le NAT, la première chose, je vais faire un access list. Encore une fois, je répète pour ceux qui ne connaissent pas le access list, je vais vous mettre la description ici et puis vous allez suivre une vidéo là où j'explique le access list et puis nous l'avons configuré. Je fais access list, je donne n'importe quel, si je faisais point d'interrogation, il me montre, tu peux utiliser de 1 jusqu'à 9 à 99. Je prends par exemple 2. J'ai dit access list 2 permet le réseau. Je vais voir mon réseau interne ici. Mon réseau interne, le réseau de mon entreprise, j'ai utilisé les 192.168.1.0/24. Je vais utiliser, je viens ici, permit 192.168.1.0, je fais 00, enter. Je vais permettre le réseau ici, c'est-à-dire mon réseau interne. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire IP NAT inside source list. La liste ici, ça sera mon access list. Comme mon access list c'était le 2, je vais utiliser ici liste 2. Et puis j'ai fait interface. Utilise l'adresse IP de l'interface ici, le gig 00. Or, le gig 00, c'est là où l'adresse IP publique a été configurée parce que c'est lui qui est en contact avec notre fournisseur d'accès Internet. J'ai dit gig 000 et après, j'ajoute la phrase ici, overload. Enter. Pourquoi j'ai mis overload? Le overload, c'est pour dire, en anglais, le overload, c'est pour dire surcharge. Mais le overload ici, dans notre cas, ça veut dire cette même adresse IP ici publique, tout le monde pourra l'utiliser au même moment. C'est-à-dire la même adresse IP va servir à tout le monde. Maintenant, OK. Notre NAT ici est configuré. Je reprends rapidement en faisant do show history. La première commande que j'avais fait, c'était interface gig 00. J'ai dit IP NAT outside. La deuxième commande, interface gig 001, l'interface de l'intérieur, j'ai dit IP NAT inside. Et après, j'ai fait le access list pour choisir mon réseau, les réseaux de mon entreprise que je veux autoriser pour aller sur Internet. J'ai dit access list 2. Dans ce cas, je n'ai pas nié, mais je vais permettre, j'ai dit permit
mon réseau interne qui est le 192.168.1.0. Et puis, j'ai dit IPNAT inside source list, mon access list qui est 2. Et puis, j'ai dit interface gig 00, mon interface du dehors, du outside, et j'ajoute les overloads. Maintenant, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Avant, quand nous avons essayé d'aller sur Google, sur YouTube, ça ne marchait pas. Mais maintenant, remarquez ce qui va se passer. www.google.com, enter. Maintenant, la page Google s'ouvre. Si je disais, je vais aller sur YouTube, j'ai fait www.youtube.com et j'ai fait enter, ma page YouTube s'ouvre. Si je veux vérifier, c'est la preuve maintenant que je suis à mes yeux d'aller sur Internet, parce que sur Internet, c'est ça que nous avons ici, nous avons le serveur YouTube, nous avons le serveur Google. Maintenant, quand je viens ici dans mon ordinateur, dans mon routeur, pardon, j'ai fait show IPNAT translation. Il me dit, quand l'ordinateur ici, le inside local, l'ordinateur ici sortait les 192.168.1.2, qui est cet ordinateur ici. Vous pouvez voir son adresse IP ici. Ouais. Quand il allait sur Internet, sa vraie adresse IP, c'est ça. C'est ça l'adresse IP, son adresse IP. Mais quand il allait sur Internet, il se voyait comme 1.1.1.1 qui est une adresse IP publique. Alors, en réalité, l'adresse IP de cet ordinateur, c'est 192.168.1.2. On va essayer un deuxième ordinateur ici. Prenons par exemple celui-ci. On va faire YouTube, www.youtube.com. Enter. Ouais, on va voir maintenant. On revient ici en faisant show IP et show IPNAT translation. Vous verrez, lui, son adresse IP, c'est 1.4, mais quand il sort sur Internet, on le voit aussi comme 1.1.1.1. C'est-à-dire quoi? Tous nos ordinateurs ici, peu importe son adresse IP, .10, .4, .5, .7, en allant sur Internet, ils seront vus comme 1.1.1.1.1, qui est l'adresse IP publique. Et puis, ils vont utiliser un port number, si vous verrez ici. On appelle ça les port numbers, c'est-à-dire un numéro de porte qu'ils utilisent, qui est aléatoire, qui permettent à l'Internet de faire la différence parce que quand le paquet sort, il doit retourner, c'est-à-dire le ping ou la communication, c'est le chemin aller-retour, pour faire la différence du 111 ici, qui vient de 44, et du 111 ici, qui vient de 192.168.1.4 et du 111 qui vient de 192.168.1.2. Vous voyez, vous verrez, le port number ici sera en train de changer pour qu'il n'y ait pas confusion. Une petite rappel avant de terminer notre vidéo. Nous avons parlé du NAT. En fait, le NAT, c'est quoi? Le NAT nous aide à contourner le access list que le service provider, le fournisseur d'accès Internet, mettent à la porte pour aller sur Internet. Ils nous disent chaque ordinateur doit avoir une adresse IP publique pour aller sur Internet. Mais la réalité est que ce n'est pas possible d'acheter 1000 ou 2000 adresses IP parce que nous avons 1000 ou 2000 travailleurs. Nous aurons notre seule adresse IP publique et avec cette seule adresse IP publique, tout le monde va l'utiliser comme si on contournait le fournisseur d'accès Internet, lui donnant l'impression qu'il s'agit d'une seule personne alors que plusieurs personnes utilisent la même adresse IP. Dans le monde informatique, c'est légal. C'est comme ça que toutes les entreprises fonctionnent. Pour le NAT, il y avait 3 types de NAT. Il y avait le NAT, le NAT qu'on appelle le static NAT ou bien le NAT statique. Il y a le NAT dynamique et puis le NAT overloading ou PAT. On l'appelle PAT
parce qu'il y a le port number, comme je venais vous le montrer. On l'appelle PAT, ça veut dire Port Address Translation. C'est le NAT le plus utilisé parce que quand on verra plus tard avec le statique et le dynamic, ce sont des NAT qui sont vraiment limités. Ouais, c'est vraiment limité, mais avec le NAT overloading, nous serons à mesure d'utiliser plusieurs ordinateurs, c'est-à-dire plusieurs utilisateurs de notre entreprise seront à mesure d'aller sur Internet n'utilisant qu'une seule adresse IP. OK, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vraiment la vidéo vous a plu, je vous demanderai de me faire de like, de vous abonner à ma chaîne et puis de partager cette vidéo et de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore comme une prochaine vidéo pour vous aider à préparer votre certification CCNA et pour vous aider dans le monde du travail en tant qu'administrateur des réseaux. OK, merci beaucoup. Au revoir.